Le royaume de Kensuke, Michael Morpurgo. Peggy Sue. J'ai disparu la veille de l'anniversaire de mes 12 ans, le 28 juillet 1988. Aujourd'hui seulement je peux enfin raconter la véritable histoire de ma disparition. Kensuke m'avait fait promettre de ne rien dire, jusqu'à ce que 10 ans au moins se soient écoulés. C'était presque la dernière chose qu'il m'a dite. J'ai promis, et j'ai dû vivre dans le mensonge. J'aurais pu laisser dormir les mensonges assoupis, mais plus de 10 ans ont passé maintenant. Je suis allé au lycée, à l'université, et j'ai eu le temps de réfléchir. Je dois à ma famille et à mes amis, à tous ceux que j'ai trompés si longtemps, la vérité sur ma longue disparition, sur la façon dont j'ai survécu après avoir échappé de justesse à la mort. Mais j'ai aussi une autre raison de parler, une raison bien meilleure. Kensuke était un grand homme, un homme bon, et il était mon ami. Je veux que le monde le connaisse comme je l'ai connu. Jusqu'à 11 ans environ, jusqu'à ce que la lettre arrive, je menais une vie ordinaire. Nous étions 4 à la maison, ma mère, mon père, Stella et moi. Stella Artois, c'est ma chienne, un berger noir et blanc qui avait toujours l'air de savoir à l'avance ce qui allait arriver. Mais même elle n'aurait pu prévoir qu'une lettre allait changer nos vies pour toujours. En y repensant, il y avait une certaine monotonie dans ma petite enfance. Je descendais la rue tous les matins pour me rendre à mon école de singes. C'est mon père qui l'appelait ainsi, car il disait que les enfants piaillaient, criaient et se pendaient par les pieds dans la cage à écureuils de la cour de récréation. De toute façon, pour lui, j'étais toujours une bille de singe, quand il était d'humeur plaisante, ce qui arrivait souvent. Après l'école, tous les jours, quel que soit le temps, j'allais jusqu'au terrain de jeu jouer au football avec Eddie Dodds, mon meilleur ami sur la terre, ainsi qu'avec Matt, Bobby et les autres. Nous avions notre propre équipe, les Mudlarks, c'était son nom, et nous étions plutôt bons. Tous les week-ends, je faisais la distribution des journaux de la boutique de Monsieur Patel. J'économisais de l'argent pour m'acheter un VTT. Le dimanche était vraiment un jour spécial, je m'en souviens. Nous allions faire de la voile sur le lac artificiel, tous les 4. Stella Artois aboyait de toutes ses forces contre les autres bateaux, comme s'il n'avait pas le droit d'être là. Mon père adorait la voile. Il disait que l'air était clair et propre, sans poussière de briques. Il travaillait à la briqueterie. C'était un fou de bricolage, aussi était-il dans son élément dans un bateau. Ma mère, qui travaillait à mi-temps dans la même fabrique de briques, était ravie elle aussi. Je me souviens d'elle une fois, assise à la barre, rejetant la tête en arrière, dans le vent, et respirant à fond. « C'est comme ça », s'était-elle écriée. « C'est comme ça que la vie doit être. Magnifique. Tout simplement magnifique. » C'était toujours elle qui portait la casquette bleue. Elle était indiscutablement le capitaine. Dès qu'il y avait un peu de vent, elle le trouvait et savait le prendre. Elle avait vraiment du flair. Puis la lettre arriva. La briqueterie allait fermer. Mes parents étaient tous les deux licenciés. Il y eut un silence terrible ce matin-là autour de la table du petit déjeuner. Ensuite, nous ne sommes plus jamais allés faire de voile le dimanche. Je n'ai pas eu besoin de demander pourquoi. Ils essayèrent tous les deux de trouver un autre travail, mais il n'y avait rien. La misère s'installa insidieusement à la maison. Parfois, je rentrais et ils ne parlaient pas. Ils se disputaient beaucoup à propos de petites choses insignifiantes, alors qu'ils n'avaient jamais été comme ça auparavant. Mon père n'était pas souvent là. Quand il ne cherchait pas de travail, il allait au pub. Quand il était à la maison, il restait simplement assis, sans rien dire, feuilletant inlassablement des revues de navigation à voile. J'essayais d'être le moins possible à la maison et de jouer souvent au foot,
Mais un jour, Eddie s'en alla parce que son père avait trouvé du travail quelque part dans le sud du pays. Et jouer au foot sans lui, ce n'était plus la même chose. Les Mudlarks se dispersèrent, tout s'effondrait. Un samedi, en rentrant de ma distribution de journaux, je trouvai ma mère en larmes. « Ton père est un imbécile et un pauvre type, Michael. »« Qu'est-ce qu'il a fait ?» lui demandai-je. « Il est parti, » me répondit-elle. « Il n'a rien voulu entendre, rien. Il dit qu'il a son idée. Il n'a pas voulu me confier ce que c'était. Il m'a simplement annoncé qu'il avait vendu la voiture, que nous partions dans le sud et qu'il allait chercher l'endroit où s'installer. S'il croit que je vais quitter cette maison, il va avoir des surprises. » Pourquoi ? Il n'y a pas grand-chose ici, mais il y a la maison pour commencer. Et puis ta grand-mère, et l'école. Il y a d'autres écoles. Elle devint furieuse. Je ne l'avais jamais vue comme ça. Tu veux savoir quelle est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase ? Me demanda-t-elle. Eh bien, c'est toi, Michael, avec ta distribution de journaux ce matin. Tu sais ce que ton père a déclaré ? Bon, écoute ça. Tu vois, m'a-t-il dit, les quelques sous qui entrent dans cette maison, c'est Michael qui les gagne en vendant ses journaux. Comment veux-tu que je me sente, hein ? Mon fils de 11 ans a un job, et moi je n'en ai pas. Elle se calma pendant quelques instants avant de reprendre, les yeux pleins de larmes. Je ne bougerai pas, Michael. Je suis né ici. Il pourra dire tout ce qu'il voudra, je ne partirai pas. J'étais là quand le téléphone sonna environ une semaine plus tard. Je savais que c'était mon père. Ma mère ne dit presque rien. Il me fut donc impossible de comprendre ce qui se passait. Mais un peu plus tard, elle me fit asseoir pour me parler. Il a l'air différent, Michael. Je veux dire, comme avant, il y a longtemps quand je l'ai rencontré. Il nous a trouvé un endroit. Faites simplement vos valises et venez, m'a-t-il dit. À Fareham, près de Southampton, directement à la mer, a-t-il ajouté. Il y avait vraiment quelque chose de différent dans sa voix, je peux te le dire. En effet, mon père semblait transformé. Il nous attendait sur le quai de la gare, les yeux de nouveau brillants et rieurs. Il nous aida à porter les valises. « Ce n'est pas loin, » dit-il en m'ébouriffant les cheveux. « Attends de voir, bille de singe, j'ai tout arrangé. Et n'essayez pas de me faire changer d'avis, j'ai pris ma décision. »« À quel sujet ?» lui demandai-je. « Tu verras, » me répondit-il. À la fin, nous prîmes le bus car les valises étaient trop lourdes. Nous descendîmes le long de la mer. Il ne semblait plus y avoir de maison nulle part. On ne voyait qu'un petit port de plaisance. « Qu'est-ce qu'on fait là ?» demanda ma mère. « Je veux vous présenter quelqu'un, une bonne amie à moi. Elle s'appelle Peggy Sue. Elle veut vous connaître depuis longtemps. Je lui ai beaucoup parlé de vous. » Ma mère me regarda en fronçant les sourcils d'un air perplexe. Je n'y voyais pas plus clair qu'elle. Tout ce que je savais, c'est qu'il entretenait volontairement le mystère. Enfin, mon père s'arrêta devant une passerelle qui conduisait à un étincelant bateau bleu foncé. Il posa les valises et nous regarda. Un grand sourire lui éclairait le visage. « Eh bien, laissez-moi faire les présentations, » nous dit-il. « Voici Peggy Sue, notre nouvelle maison. Elle vous plaît ?» Tout bien considéré, ma mère prit les choses plutôt bien. Elle devint simplement très silencieuse et elle le resta tout au long des explications de mon père. « Je n'ai pas fait ça sur un coup de tête, vous savez. J'y ai réfléchi longtemps, pendant toutes ces années où je travaillais à la fabrique. C'est drôle quand on y pense. Si je n'avais pas perdu mon travail, je n'aurais jamais osé le faire. Alors voilà ce que j'ai pensé. Quelle est la chose que nous préférons faire ? De la voile, c'est vrai, non ? Je me suis dit que ce serait merveilleux de pouvoir tout simplement partir et de faire le tour du monde à la voile. Au début, ce n'était qu'un rêve, et puis, plus de travail, plus de possibilités d'en trouver. Alors, que peut faire un homme ? Il prend son vélo. Et pourquoi pas un bateau ? Nous avons reçu nos indemnités de licenciement, même si ce n'était pas grand-chose. Il y a le peu que nous avons économisé et l'argent de la voiture, pas une fortune, mais quand même. Que faire de cet argent ? J'aurais pu tout mettre à la banque, comme les autres, mais dans quel but ? Pour se contenter de le voir disparaître peu à peu, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus du tout ? Et si l'on s'en servait plutôt pour faire quelque chose de vraiment exceptionnel, comme le tour du monde à la voile ?
Nous pourrions voir des endroits dont nous avons seulement rêvé jusqu'à présent. Nous restions assis, complètement abasourdis.